Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, j'ai lu ta chronique sur l'Écosse et la police de la pensée et j'ai capoté. Mais c'est quoi ça? C'est complètement débile. Je me suis dit, coudonc, il invente-tu ça, Mathieu? Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, écoute, c'est la police de la pensée de vraiment pousser à l'extrême, là. Alors voilà, ça se passe. Moi, la première fois que j'ai lu sur ça, j'étais aussi perplexe. Je me disais, bon, on exagère, il y a probablement quelque chose d'un peu fou, on va retourner à la source. Et le problème, c'est que ça ne mentait pas. Alors en gros, Humza Yousaf, qui est le ministre de la Justice en Écosse, porte un projet de loi sur les crimes et propos haineux. Et M. Yousaf, donc, nous dit la lutte contre les propos haineux doit aller jusqu'au bout d'elle-même. Donc, on sait, première parenthèse, première note, on sait qu'aujourd'hui, fondamentalement, toute critique du progressisme ou de l'idéologie dominante peut être classée dans les propos haineux tôt ou tard, d'une manière ou de l'autre. Ça, on le sait. Mais poussons plus loin, il nous dit il faut mener cette lutte-là de la manière la plus complète qui soit. Et il pose la question, pourquoi devrait-on accepter que des propos qui ne peuvent être tenus en ondes, au pub, au restaurant ou en public, on puisse les tenir à la maison. Donc, il faudrait aussi que désormais, au nom de la lutte contre les propos haineux, on puisse contrôler ce qui se dit dans les demeures. Là, ça provoque une réaction assez vive, notamment celle, il faut le dire, de Rowan Atkinson, alias Monsieur Bean. Mais quoi qu'il en soit, réaction assez vive, parce que les gens se disent, bon là, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que, imaginons qu'on invite des gens à la maison, puis quelqu'un interprète mal notre propos, ou le comprend mal, ou tout simplement n'aime pas ce qu'on dit. Eh bien, est-ce que c'est une invitation à la délation du propos jugé haineux à la maison? Quand on pense aujourd'hui, par ailleurs, à l'éducation bizarre, contemporaine, qui pousse la jeune génération à voir partout des micro-agressions et des propos haineux, est-ce qu'on invite les enfants à pratiquer la délation de leurs parents qui pourraient tenir à la maison des propos n'entrant pas dans la conformité du régime? Alors, est-ce que c'est pas un appel à la délation? En quoi ce n'est pas la stasie? Donc là, on verra jusqu'où ça va aller, ce projet de loi-là, parce que c'est encore objet de contestation. Mais en ce moment, en Écosse, dans un pays occidental, civilisé, développé, qui est une démocratie, M. Humza Yousaf considère qu'il est nécessaire que l'État, désormais, rentre dans les maisons pour contrôler le contenu des conversations. C'est à la fois étonnant, parce qu'on se dit, mais c'est fou raide, et de l'autre côté, c'est presque logique, c'est-à-dire la lutte supposé contre ce que j'appelle les propos haineux, qui est en fait une volonté, ce que j'appelle moi le nettoyage éthique de la culture. Hein. Eh bien, cette idée qu'il faut purger la culture du mal qu'il a entré. Mais pourquoi s'arrêter aux portes de la demeure si la demeure est l'ultime lieu où se taire ce qu'ils appellent la haine? Est-ce qu'on n'a pas Valérie Plante qui a déjà pensé ici à faire des brigades anti-rumeurs pour surveiller les conversations de supermarché, pour corriger les propos inexacts sur l'immigration qui seraient relayés? Donc c'est la logique de l'époque. Et en ce moment, l'époque marque son avant-garde en Écosse. Non, mais écoute, la prochaine étape, c'est qu'on va essayer de tenter de voir à quoi on rêve la nuit. Si on a des rêves qui sont politiquement corrects ou qui sont incorrects. Ben, en fait, tu ne crois pas si bien dire, parce que c'est moins la question du rêve la nuit, mais à quoi on pense sans le savoir le jour. Il y a, par exemple, de plus en plus, c'est des tests qui sont généralisés dans l'entreprise, aux États-Unis, notamment quand on va avoir des cadres et qu'on veut s'assurer, ou même dans l'université quelquefois, qui soient conformes aux nouvelles exigences diversitaires. On va, par exemple, leur faire passer souvent des tests d'association implicite. C'est un peu à la mode, ça. Pour voir si ils auraient en eux des biais inconscients, des préjugés inavoués et même inconscients à l'endroit de telle ou telle minorité, et ainsi de suite. Et si, comme c'est presque automatiquement le cas, ces tests nous amènent à découvrir des biais inconscients d'une manière ou de l'autre, eh bien, il y a ensuite les bureaux de la diversité, les différents qui sont très intégrés dans les ressources humaines. On le voit dans les universités, on le voit aussi dans l'entreprise privée, qui sont là pour donner des ateliers, des diversity training, mais ils appellent ça des ateliers sur la diversité pour rééduquer ceux qui porteraient en eux des pensées coupables, tout en sachant, ne l'oublions pas, et ça on en parlait un peu il y a quelques semaines dans les journaux américains, que quand on regarde dans ces ateliers-là sur la diversité, ateliers antiracistes, si vous critiquez la notion de racisme systémique, oh surprise, vous êtes raciste. Si vous pensez que Christophe Colomb est une figure honorable et non pas le génocidaire inaugural de la modernité, eh bien vous êtes raciste. Donc c'est tout
toute une espèce de dispositif idéologique qui se déploie et qu'on doit prendre au sérieux. Évidemment, la tentation devant ça, c'est de dire c'est des folies, c'est dans les marges, ça compte pas. Et moi, en ces matières, j'ai tendance à croire que l'époque là-dessus, les mauvaises idées circulent très rapidement et les mauvaises idées qu'on voit en Écosse aujourd'hui ou qui sont dans le monde dans l'entreprise aux États-Unis finissent d'une manière ou de l'autre, et c'est déjà le cas, à pénétrer notre propre société. Donc, devant de telles propositions, je pense qu'on a tout intérêt à regarder ce qui se passe avec beaucoup d'intérêt parce que ça va nous frapper tôt ou tard. Mais là, on se croirait en Chine sous Mao, au Cambodge sous Pol Pot, où on encourageait justement les enfants à se touler, là, à dénoncer leurs parents. Et quand ils dénonçaient leurs parents, que leurs parents étaient envoyés dans des camps de rééducation, ces enfants-là étaient considérés comme des héros. Là, on les saluait dans le village parce qu'ils avaient eu le courage de dénoncer leurs parents. On est rendu là. Moi, je me rappelle une personne m'avait rapporté, encore là, j'ai pas pu le vérifier directement, mais je vois pas pourquoi elle m'aurait menti, que dans la classe de ces enfants, les jeunes intervenaient à la maison pour faire la liste des comportements non écologiques de leurs parents. Apparemment que c'était je ne sais quel atelier à l'école, vous regarderez quels sont les comportements de vos parents, écologiques ou non, dans l'usage de la toilette et ainsi de suite. Bon, j'ignore dans quelle mesure est-ce que c'est exceptionnel, est-ce que c'est anecdotique, ça se régularise, mais l'idée parce que c'est tout le rapport à l'enfance. Quand on nous dit aujourd'hui que les enfants doivent éduquer les adultes, on l'entend souvent parce qu'ils auraient une conscience plus pure, une conscience vierge, moins marquée par le péché, moins marquée par la société d'avant la révélation universitaire, moins marquée par la société d'avant la lutte contre les préjugés. Donc de ce point de vue, les enfants sont censés être les forces de rééducation, et d'autant qu'ils seront en contact moins avec la culture du vieux monde et davantage avec justement les programmes de sensibilisation à la diversité qu'on appelle toutes les luttes aux discriminations et aux phobies. Donc, on demande à la jeunesse là-dessus d'être l'avant-garde du monde nouveau, l'avant-garde rédemptrice. Alors, tout ça a l'air complètement faux. On a l'impression d'être dans une espèce de mauvaise copie de 1984, une mauvaise imitation. Mais non, ce ne sont que des faits qui s'étalent devant nous. Libre à nous d'y voir des détails ou d'y voir des éléments fondamentaux. J'y vois, quant à moi, la tendance de fond de l'époque, la tentation totalitaire de notre temps se redéploie à travers ce qu'ils appellent la lutte aux propos haineux. Et on connaît la métaphore de la grenouille. Là. On prend pas une grenouille et l'achetée dans l'eau bouillante, tu la mets dans l'eau froide et tu augmentes peu à peu la température. À un moment donné, elle finit par cuire. Et là, on dit, on va régulariser les propos, les discours à la télévision, à la radio. Tu dis, ben oui, c'est vrai, c'est les ondes publiques, etc. Oui, il y a des mots qu'on devrait peut-être pas dire à la télé. Après ça, on va dire, bon, là, maintenant, ça, c'est fait. Après ça, ça va être dans les épiceries et ça va être dans les bars. Là, tu dis, OK, bon, c'est vrai, quand même, il y a des gens qui peuvent nous écouter. Puis, après ça, non, ça va être après ça chez toi, dans ta demeure. Écoute, là, à un moment donné, on va être cuit. Comme la grenouille. Richard, demande-toi s'il y a 5 ans, on t'avait dit qu'on pouvait être viré de l'université comme prof parce qu'on a prononcé le titre d'un livre, Nègre blanc d'Amérique. Hein, qu'on peut, au moins à Radio-Canada, dans les rencontres de production de la CBC, on prononce le titre d'un livre, on peut être viré. On aurait dit à cette personne-là, vous êtes un complotiste, conspirationniste d'extrême droite. Taisez-vous. Pourquoi avez-vous accès à une tribune publique? Et là, ce qui me fascine, moi, c'est que normalement, le circuit est le suivant. Des gens qui s'intéressent aux idées de la gauche radicale parce qu'il faut savoir elle porte normalement notre avenir, hélas. On décrit ce qu'on voit, on décrit ce qui se passe, on dit voilà ce qui va arriver. Normalement, le chroniqueur autorisé du complexe progressiste nous dit oh là là, des propos conspirationnistes, d'extrême droite, tout ça. 5, 6, 7 ans plus tard, la réalité frappe. Et là, soudainement, celui qui niait l'existence du réel est tout étonné. Et tout en continuant de diaboliser celui qui avait vu juste un peu auparavant, ou même sérieusement auparavant, est soudainement frappé par le réel et dit « Mais c'est scandaleux !» Normalement, 2 ou 3 semaines plus tard, il finit par s'excuser d'avoir dit que c'était scandaleux parce qu'il a compris que le prix à payer pour demeurer dans le camp du bien, c'est de s'excuser d'avoir trébuché sur un nouvel interdit idéologique, que ce soit un mot interdit, que ce soit un titre interdit, ou que ce soit une caricature interdite. Alors, c'est un espèce de mouvement là-dessus qui est assez désagréable. Pour ce qui est de l'Écosse, en ce moment, ça provoque une réaction assez vive. Il faut le dire, de bons progressistes écossais disent de là, ça n'a pas de sens. Mais moi, j'ai tendance à me dire, une fois que cette idée-là est présente aujourd'hui dans un projet de loi, elle est présente dans elle reviendra d'une manière ou de l'autre, et je dirais, faut tuer ça dans l'œuf, mais on l'a déjà devant soi. Ben ouais, déjà, les progressistes, où est-ce qu'ils sont rendus?
Ben déjà que quelqu'un a pensé à ça et que l'a proposé, c'est incroyable. Et écoute, en terminant, là, je parlais de ça un peu plus tôt dans l'émission, la grande comédienne américaine Anna Thaoué qui s'est excusée auprès de ses fans parce qu'elle a joué une sorcière dans un film et la sorcière avait 3 doigts et il y a des gens qui avaient 3 doigts qui étaient pas contents parce qu'ils disent maintenant les enfants vont penser que je suis une sorcière quand ils me voient. Donc elle s'est excusée auprès du lobby des gens à 3 doigts. Christy. Oui, non, mais, j'ai lu la chronique de Sophie, je pense que c'était vendredi là-dessus, qui était tout à fait excellente. Et là, mais on y est dans cette logique-là, la logique de l'excuse. Moi, je me demande celle qui jouait la femme à 3 seins dans Total Recall, a-t-elle devoir s'excuser un jour qu'on a mis des femmes à 3 seins? Ce n'est pas inimaginable. On en rit, mais on verra dans quelques semaines si on en rit encore. Donc, on est là-dedans. Et moi, devant cela, il faut se tenir droit et dire stop, et ne plus avoir peur de déplaire à ces gens. Le problème de nos progressistes mandatés, eh bien, c'est qu'ils ont toujours peur de quitter le camp du bien et ça les amène à faire des génuflexions telles qu'à un moment donné, ils creusent leur tombe avec leurs genoux. Exactement. Mais sauf que les problèmes de rectitude politique ridicules, comme l'histoire des gens à 3 doigts, cachent que quand même, il y a une rectitude politique qui est inquiétante, qui est autrement plus inquiétante et insidieuse, comme celle qui est en train de se passer en Écosse. Oui, puis j'ajouterais juste un dernier détail. Il est facile de se débarrasser d'un homme fou. Aux États-Unis, ça vient d'arriver. Très bien. Il est beaucoup plus difficile de se débarrasser de la folie lorsqu'elle est institutionnelle et se fait passer pour la science, comme on le voit dans les universités, comme on le voit dans le complexe médiatique, comme on le voit dans l'industrie du divertissement. C'est beaucoup plus difficile. Et en la matière, on devrait s'intéresser aussi non seulement à ce qu'il y avait à la Maison-Blanche, très bien, il faut s'en inquiéter, il fallait le critiquer fermement, très bien. On devrait aussi s'inquiéter de ce pouvoir nouveau, beaucoup plus difficile à déloger, qui aujourd'hui veut nous faire croire que 2 + 2 = 5. Tout à fait. C'est vraiment, c'est super inquiétant, cette histoire-là. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée, on se reparle demain. Au grand plaisir. Bye bye. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté. Dépensé pas comme les autres. Alors, Mathieu, en début d'émission, j'annonçais ce décès, cette mort qui, moi, m'a extrêmement touché hier. L'ironie est morte hier. Le 2e degré est officiellement décédé, annoncé par Radio-Canada. Oui, ben, je croyais qu'elle était morte depuis quelque temps, cela dit. Non, elle se portait très mal, l'ironie, très, très mal. Elle souffrait de l'apinisme. C'est une maladie qui attaque les petits lapins, qui leur enlève le sens de l'humour. Mais là, l'ironie est vraiment morte hier, la bouche ouverte. On va l'enterrer, ça va être les funérailles. Donc, RBO va être présent, Yvon Deschamps aussi va aller pleurer. La mort de l'ironie que nous avons tant aimée. Oui, et aujourd'hui, de quelle manière a-t-elle décidé de quitter ce monde avec ce qui vient de frapper La Petite Vie? Hein, la série mythique, la série remarquable de Claude Meunier, qui est un de nos grands créateurs. Claude Meunier, avec La Petite Vie, qui était une caricature de tout ce qui pouvait exister en ce monde, sous l'angle québécois. Eh bien, on apprend que l'épisode avec Norman Brathwaite, où un noir, un Ougandais, si je ne me trompe pas, est caricaturé, et aussi, eh bien, suite à une plainte, hein, un zozo, un artichaut a décidé, un nono, de faire une plainte. Eh bien là, on a ensuite les nouilles radio-canadiennes qui décident de s'aplatir encore une fois en disant on va retirer, c'est litigieux, ça peut causer problème. Ce qui n'est pas, je le précise, surprenant, parce qu'il y a quelques mois, début du mois d'août, dans la presse, on pouvait lire une journaliste, Marie Allard, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper sur le nom, mais qui s'inquiétait de l'existence de séries télé, la rediffusion de séries télé avec des codes qu'on ne trouve plus drôles aujourd'hui, qui peuvent, je la cite de mémoire, quelqu'un regarde-t-il ces émissions avant leur rediffusion afin de s'assurer que les scènes passent toujours, puis elle s'inquiétait des blagues qu'on trouve plus drôles en 2020? Eh bien, elle a soit été entendue, soit quelqu'un se posait les mêmes lumineuses questions qu'elle. Et à Radio-Canada, parce que quelqu'un se plaint de La Petite Vie, hop, on censure un épisode. Le problème est le suivant. C'est que dans La Petite Vie, tout est caricaturé. C'est une émission satirique. J'ajoute que la principale objet de la caricature de La Petite Vie, c'est la culture québécoise. Ben oui. La culture québécoise, incarnée en Popeye et Vidange, Moment et sa relation fusionnelle avec Rod, Régent Liperticoune, Rénald Lepingre, on peut faire la liste. Tous les personnages sont là, ils incarnent une facette de la ticounitude québécoise. Mais ça passe. Il y a les homosexuels, on y passe, les Français y passent, tout le monde y passe. Il y a personne qui est épargné. Mais là, apparemment qu'aujourd'hui, c'est la théorie de notre ami Jacques Frémont de l'Université d'Ottawa, hein, ce n'est pas à la communauté majoritaire de décider ce qui est une micro-agression pour la minorité. Eh bien, certaines minorités
minorités, à tout le moins ceux qui prétendent parler en leur nom, décident de réclamer un droit de censure sur ce qui les heurte. Et là, la question que je me pose, c'est existe-t-il aujourd'hui des minorités sacrées, ou une minorité sacrée en particulier, qui aurait ce souverain pouvoir d'institutionnaliser un nouveau blasphème, et qui consiste à dire que dès le simple fait de dire son nom, même son nom sous le signe de l'injure, on le sait, ou d'une manière ou l'autre, ça peut être censuré, et le simple fait de la représenter sous le signe de la moquerie peut être censuré. Eh bien, nous y sommes. C'est l'heure de la minorité sacrée. C'est l'heure des nouilles radio-canadiennes qui se couchent. C'est l'heure de cette espèce de logique de purge de la culture. Et cette purge-là n'arrêtera pas parce que je me disais ce matin, le jour où ils vont tomber sur Lancez Compte, puis les scènes avec Lucie Baptiste, quand ils vont comprendre que les joueurs du National décident dans Lancez Compte de tout faire un blackface pour montrer qu'ils sont ouverts au noir et ouverts à la diversité et opposés au racisme, le blackface comme symbole d'opposition au racisme, le jour où ils vont tomber là-dessus, eh ben, encore une fois, c'est le tour de Lancez Compte de partir. Ça arrêtera pas. Il faudrait pour cela qu'on trouve un homme ou une femme, désolé pour ceux qui ne s'identifient pas comme tels, de se tenir devant ces espèces de braillards de toutes les tendances qui décident de brailler et devant les lâches qui se couchent devant eux pour dire non, c'est fini, on retourne, c'est terminé, on arrête cette censure-là. Il faut se tenir debout. Dans les braillards. Oui, mais se tenir debout, ça a l'air compliqué aujourd'hui. Les gens préfèrent creuser leur propre tombe avec leurs genoux. Ça, c'est la tentation de l'époque. Alors, on ne demande pas tant que ça. On demande des gens qui se tiennent debout. Puis on dit, oui, mais on parle de quelque chose qui s'est fait dans les années 90. Et puis peut-être que l'humour a évolué, mais quand on rediffuse, non pas comme on l'écrirait aujourd'hui, on le rediffuse avec la sensibilité humoristique d'hier. Et puis, j'essaie d'imaginer ensuite, quand on va fouiller dans les coffrets des Bleus Poudres. Non, mais par amour des Bleus Poudres, je ne mentionne pas les sketchs qui me viennent à l'esprit, qui vaudraient probablement un barrage ou un boycott ou ainsi de suite. Non, on est dans la logique de la purge. C'est la logique de la purge. Et chaque fois, on te disait, tu vas trop loin, vous allez trop loin, vous paniquez, vous exagérez, méchante droite. Et puis qu'est-ce qu'on voit finalement? Eh bien, on n'exagérait pas, on était simplement quelques mois d'avance, encore une fois. Et écoute, Mathieu, j'allais voir un show de Peter McLeod. Il était sur scène puis il parlait des automobiles, de l'auto. Et là, il regarde un spectateur asiatique qui était tout près de lui, dans les premières rangées. Il se penche, il le regarde et dit, vous autres, là, les Asiatiques, il dit, c'est pas votre fort conduire, hein. Vous êtes pas des super conducteurs. Et le gars riait, là. Mais le Chinois, il riait, il trouvait ça super drôle. Et Peter McLeod, dans l'entrevue, me disait qu'il était une gang de chums ensemble, d'amis. Et il y en avait un qui, je crois, est handicapé. Et tous les amis, ils riaient les uns des autres, parce que c'est ça qu'on fait, les gars, nous autres. On se tire la pipe, comme on dit. On s'écoeure, on se lance des jokes et tout ça. Et personne faisait des jokes sur lui. Et à un moment donné, ce gars-là a dit, j'aimerais ça faire partie de la gang. Et j'aimerais ça aussi que vous fassiez des blagues sur moi, sur le fait que je suis en fauteuil roulant. Puis on commençait à faire des jokes sur lui. Puis lui, il était content parce qu'il a dit, on me met pas sous une cloche de verre. Je fais maintenant partie de la gang. Et c'est ça l'humour, maudit. Mais bien sûr, mais c'est l'humour dans une société adulte où on est capable de se moquer des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'ailleurs, ça peut arriver aussi. Mais on se moque des gens à travers un trait qui se distingue d'une manière ou de l'autre. Et puis on en rit. Comment dire? Il me semble que ça fait partie des codes élémentaires de la société adulte. Mais nous ne vivons plus dans la société adulte. Nous vivons sous le signe de la tyrannie des susceptibles qui décident de se transformer en petits censeurs. J'essaie d'imaginer, je pense à une série de scènes qui viennent de ma vie, qui viennent des gens que je connais, et le nombre de moqueries qu'on peut avoir entre nous, mais entre gens qui s'aiment. Je donne un exemple un peu moqueur, mais qui revient de... Alors, mon meilleur ami, il a plus un poil sur le coco. Et moi, j'ai tendance à porter quand même assez fièrement la bédaine. Eh bien, normalement, lorsqu'il se moque de moi, il se flatte la bédaine comme s'il y en avait 3, et moi, je me passe la main dans les cheveux parce que j'en ai encore. Il se moque de moi en me traitant de baquet, je le traite de chauve. C'est comme ça. Ça nous bouleverse pas comme ça fait partie des running gags. Je l'ai pas accusé de grossophobie, il m'a fait accuser de chauvophobie. Non, ça fait partie de la vie. Je pourrais multiplier les exemples comme ceux-là, mais plus aujourd'hui. Parce qu'il y aurait probablement quelqu'un pour pleurer, puis j'irais prendre le droit de la personne pour dire que j'étais victime de micro-agression haineuse. À un moment donné, il va falloir se tenir. Mais c'est pas encore arrivé. Et le pire, c'est que cette rectitude politique-là, elle est hypocrite. Pourquoi? Parce que cette semaine, dans Le Devoir, ce qu'on lisait, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de dire qu'on déteste les hommes? Il me semble qu'on devrait pouvoir le dire. C'est-tu assez drôle,
refuse que ça soit tabou. Donc, d'un côté, on revendique le fait de pouvoir dire les hommes, je les déteste tous au complet, mais de l'autre, on s'offusque s'il y a un gang qui touche un Africain. Et là, on touche le noyau conceptuel de la sociologie antidiscriminatoire, qui consiste à dire que, par exemple, le racisme, il n'y a que les Blancs qui peuvent s'en rendre coupables. Parce que le racisme, c'est l'autre nom du système de hiérarchisation de la société fondé par les Blancs pour être capable de dominer les autres. Donc, quand les groupes dits minoritaires sont racistes, ils sont pas racistes. Ils utilisent peut-être de l'agressivité, mais le racisme, c'est une exclusivité de Blancs. Dans Le Devoir, on nous disait aussi que le sexisme, c'est une exclusivité masculine, parce qu'il y a une forme de pureté virginale féminine et il y a une culpabilité ontologique masculine. Le mâle n'est pas partagé dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes. Non, c'est une spécificité de l'homme blanc hétérosexuel. Alors là, on est dans cette logique. Moi, j'aime dire, le régime diversitaire sous lequel nous vivons, on n'a rien contre les discours haineux. Faut arrêter avec ça. Il faut simplement les canaliser sur des bonnes personnes. Haïr l'homme blanc hétérosexuel, ça passe, c'est même encouragé. Il faut aller de plus en plus loin là-dedans. On est quand même rendu à... On se pose la question avec un air perplexe, dans Le Devoir, qui trahit quelque peu l'héritage d'Henri Bourassa. On se demande, mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas haïr les hommes? Puis là, j'imagine, les consoeurs et les confrères qui tous ensemble disent effectivement, maudite bonne question, comment ça on peut pas leur chier au visage? Qu'est-ce qui se passe? Et là, quelqu'un dit, bon, on va y aller, tous ensemble. Et là, ces gens-là ils ne voient plus aller. Ils ne se voient plus aller. Il faut quand même leur rappeler. Mais ils sont dans un délire et ça va aller très loin. Et puis ils vont purger les œuvres et ça n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'un jour le délire éclate. Mais quand? Et en fait, je me demande quelquefois s'il va éclater. Mais il faut qu'ils se tiennent debout. Il faut se tenir debout. Il faut dire à un moment donné, ben non, ça n'a pas de sens. Tout le monde s'écrase. Robert Lepage s'est écrasé. Le Festival de jazz s'est écrasé lorsqu'il présentait la pièce de Lepage, justement. Louis-Jean Cormier s'est écrasé. Tout le monde demande pardon. Mais moi, c'est pour ça que là-dessus, tu connais mon obsession. Non. Je me demande toujours comment devenir riche. Et là, je me dis, comment je vais devenir riche? Je vais être locateur de colonne vertébrale. C'est pas compliqué. Colonne vertébrale à vendre ou à louer. Colonne vertébrale, ça coûte pas cher. Vous pouvez la garder pour quelques jours. Vous risquez d'en avoir besoin. On est dans ce moment où les colonnes vertébrales devraient être distribuées gratuitement au même moment qu'on donne le vaccin. C'est nécessaire, c'est vital. Puis moi, c'est un conseil que je donne vraiment. Quand je vois des gens qui sont pris dans une tempête, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Ça dure 24 heures, 48 heures. Ensuite, le cycle des nouvelles fait qu'on passe à autre chose. Ne vous couchez pas. C'est pas si dur que ça. C'est pas agréable non plus. Se faire cracher dessus, se faire traiter de raciste, c'est pas le fun. Mais tenez-vous debout. Ça va aller. Ça va bien aller, comme aurait dit le docteur Arruda en début de crise. Ça va bien aller, mais pour vrai, cette fois-là, ne vous couchez pas. Mais ne pas se coucher, c'est pas beaucoup, mais apparemment, c'est immense aujourd'hui. Écoute, Mathieu, tu viens de nous offrir un moment de radio assez spectaculaire. Merci beaucoup. Mathieu Bock-Côté. Au grand plaisir. Bonne journée. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté. Dépensé pas comme les autres. Mathieu, tantôt, j'ai parlé avec Jean-François Lisée de ces capsules faites par Télé-Québec sur le privilège blanc et le racisme systémique, capsules qui étaient destinées aux écoles secondaires. Mais toi aussi, t'as allumé sur une autre affaire. Là. C'est un texte de Jeunesse Écoute, l'organisme Jeunesse Écoute. Les enfants qui sont angoissés, qui se posent des questions, qui ont peut-être des idées sombres, peuvent appeler là et parler à quelqu'un qui va les aider. Cet organisme-là a publié un gros texte expliquant le privilège blanc aux enfants. Et quand tu as lu ça, tu as collé un peu au plafond. Oui, en fait, c'est les vidéos auxquelles Jean-François Lisée référait, ça était connu. À tout le moins, ça faisait longtemps que dans les milieux qui travaillent sur ces questions-là, on regardait ça. C'était dans le cadre du truc du documentaire de propagande de Fabrice Ville, Briser le code. Et Télé-Québec avait fait des vidéos de propagande à destination des adolescents, d'endoctrinement. Bon. Mais hier, non, je me promène sur Twitter, je surfe, comme on disait autrefois sur Twitter. Et là, je tombe sur un tweet de Jeunesse J'écoute qui dit effectivement, vous avez un privilège blanc, il faut peut-être, vous êtes blanc, vous êtes une personne blanche, vous avez un privilège blanc, il est temps que vous, en gros, vous fassiez votre autocritique, fassiez votre autocritique, on va sur la page, et là, c'est
tout le vocabulaire le plus toxique du racialisme américain, la culpabilisation de l'homme blanc parce qu'il est blanc, raciste parce qu'il est blanc, et ainsi de suite. Tout est là. Bon, alors moi, en général, je le confesse, sur ces questions-là, je suis à la fois pessimiste et sans surprise. C'est-à-dire, j'ai tendance à croire que l'idéologie dominante est tellement forte qu'elle réussit à tout reconfigurer dans ces catégories. Hein, le racialisme domine tout, de la grande entreprise à l'école, en passant par les ressources humaines, et ainsi de suite. Mais ce que j'avais pas vu venir, et ça, franchement, mea culpa, c'est que j'avais pas imaginé qu'un groupe qui a pour vocation, une association qui a pour vocation d'aider les jeunes en détresse, instrumentalise la détresse des jeunes qui appellent pour les gaver de l'idéologie woke, de la potion woke, pour leur imposer de force politiquement correcte. Et je m'imaginais la scène suivante, qui est quand même, quand on les lit, qui est presque loufoque, c'est « Bonjour, jeunesse, j'écoute, je ne vais pas très bien. » Bon, oui, vous êtes blanc? Oui. Vous êtes un homme blanc, oui. Parlez-moi de votre privilège blanc. Vous savez, vous êtes blanc, vous êtes discriminatoire, vous êtes critique, vous profitez du racisme systémique. Oui, mais je vais vraiment pas bien, j'ai des idées noires. Non. Tu es blanc, tu te tais et tu nous écoutes, et tu écoutes les minorités autour de toi pour te réformer et devenir un allié. OK de bord, ben merci. On était quand même dans ce scénario où, en gros, celui qui est blanc devient suspect, mais en fait c'est pas original parce que c'est la thèse de Robin DiAngelo et compagnie qui nous dit que le simple fait d'être blanc fait qu'on est un raciste et qu'on doit entrer dans une dynamique d'expiation sans rédemption jusqu'à la fin de nos jours. Mais tout ça on le sait. Mais instrumentaliser la détresse d'ados qui sont anxieux, qui sont inquiets, et puis trouver le moyen de leur infliger cette potion-là à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était un cynisme incroyable. Réaction intéressante, bon, moins de cynisme qu'en fait de fanatisme. Réaction intéressante, je parle de ça sur Twitter, sur Facebook, la réaction des gens sur Twitter est très, 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 très vive et très critique. Et qu'est-ce qu'on voit au bout de quelques minutes, d'une heure peut-être, le tweet disparaît. Ben oui. Au bout d'une heure et demie, 2 heures, la page sur le privilège blanc disparaît. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit illumination soudaine à jeunesse j'écoute, hein, ça serait possible. Ou deuxième possibilité, hein, ils ont eu la trouille tout simplement et ils ont décidé de se cacher. Chose intéressante, la patronne de la chose, je perds son nom au moment où je veux le dire, explique dans un texte sur Jeunesse j'écoute qu'elle a honte d'être il lui arrive d'avoir honte d'être une femme blanche prospère. Ben voyons. Et là, oui, bien sûr, la honte de soi, c'est payant. Et elle met de l'avant de manière ostentatoire, j'ai honte, Alors moi, en ces matières-là, je commence à me dire à tous ceux qui croient vraiment à cette théorie loufoque du privilège blanc. C'est-à-dire, c'est une théorie loufoque. Le racisme systémique est une théorie bancale, le privilège blanc est une théorie loufoque. Mais une fois que tout cela est dit, s'ils y croient vraiment, mais démissionnez les enfants. Je veux dire, vous croyez vraiment que vous avez un poste de manière abusive, que vous ne le devez que grâce au système discriminatoire invisible ou visible qui assurait la promotion des gens comme vous? Mais donnez l'exemple. Et comme on dit en manière technique, décalissez. Mais Mathieu, tu as tellement raison. Écoute, la capsule de Télé-Québec sur le privilège blanc, le texte a été écrit par Judith Lucier, qui est blanche elle-même. Donc, est-ce qu'elle a bénéficié? Est-ce qu'elle a profité de son privilège pour avoir le contrat? Et si elle dénonce avec autant de verve le privilège blanc, pourquoi elle n'a pas dit, moi, je prendrai pas ce contrat-là, je vais le laisser à une personne noire, une personne racisée, parce que vous me le donnez parce que je suis blanche? J'aimerais avoir cette discussion-là avec elle. Écoute. On est dans une logique en soi que c'est la théorie de l'allié. Hein, ils appellent ça. C'est-à-dire l'allié, c'est celui qui a eu le malheur de naître avec cette peau toxique, cette peau coupable, cette peau sale qu'est la peau blanche. Eh bien, il n'a de rédemption qu'en entrant dans un rituel maoïste permanent d'autocritique sur le mode suivant. Il s'autocritique en permanence sur ses privilèges. Il va voir ensuite les différentes minorités dites racisées pour leur proposer de devenir un allié en leur demandant ce qu'il peut faire pour devenir le meilleur allié, mais en demandant pas trop aussi. Parce qu'il faut pas qu'il demande trop parce que c'est transférer le fardeau sur la peau du racisé, sur les épaules du racisé. Il doit plutôt, parce que ça serait comme reconduire son privilège. Hein. Il dit, éduquez-moi. Alors, il doit lui-même s'éduquer en examinant intimement, jusqu'à les plus intimes de sa conscience,
comment ils profitent de ce système de discrimination institutionnalisée. Et là, on est dans une logique de culpabilisation qui, de mon point de vue, fait passer les anciens rituels catholiques qui nous choquent aujourd'hui pour une forme sophistiquée de libertinage. Je veux dire, on est en ce moment dans des rituels qui sont, comme je dis, c'est l'expiation sans rédemption, au moins dans l'Église catholique, après le Je vous salue Marie, après le Notre Père, après avoir fait ce qu'on a, au moins on avait la promesse du ciel, tout au moins la possibilité. Mais là, ce que nous dit Robin DiAngelo et compagnie, c'est elle nous dit dans son livre intéressant, je ne vois pas le moment dans ma vie où je pourrais m'extraire de mon privilège blanc, de mes avantages blancs, du racisme qui me sert, mais je continue à travailler à m'en délivrer tout en sachant qu'il n'y a pas de rédemption possible. Alors que cette mouvance d'extrême gauche, gauche radicale ou de gauche américaine pense ça, on le sait, ça fait partie du jeu. Que le gouvernement du Québec normalise ça, institutionnalise ça d'une manière ou de l'autre et finance même les fonds publics, la culpabilisation systématique de la population en l'accusant d'avoir la mauvaise couleur de peau. Que des organismes qui prétendent aujourd'hui lutter contre la détresse envers les jeunes instrumentalisent la détresse d'un adolescent. Tu sais, quand l'adolescent est rendu à la plus jeunesse, j'écoute, c'est qu'il va pas bien. Ouais. Et puis, il y a simple idée qu'au téléphone, la personne soit là pour guetter sa couleur de peau, pour lui dire qu'il n'y a pas la bonne couleur puis il doit se repentir. Cette espèce ça pour moi, celle-là, on a franchi un cap. Et je pense que les autorités devraient comprendre qu'il y a un boulevard politique pour qui décidera de confronter le politiquement correct. Tout à fait. Et François Legault le fait un peu parce qu'hier, c'est totalement dissocié. Le gouvernement s'est dissocié de ces capsules-là. Écoute, j'ai reçu un message qui va te réjouir. Mon ami Guy Perkins, qui collabore ici à l'émission, qui est un métis autochtone, OK? Il m'a écrit, il dit, en tant que métis autochtone, suis-je privilégié ou opprimé? Dois-je m'aimer ou me mépriser? Dois-je me taper sur la gueule moi-même comme le personnage dans Fight Club? Question existentielle. Oui, mais en fait, on peut dire qu'il est désormais condamné à la schizophrénie, en quelque sorte. C'est-à-dire, il doit s'aimer, se détester tout à la fois. Et là, je m'excuse aux schizophrènes que je ne voulais pas fusquer en le disant, et je tiens à mettre un panneau explicatif avant l'émission pour dire que je voulais pas les insulter en utilisant cette image. Hein? On va quand même fonctionner avec des panneaux explicatifs tout le temps maintenant pour vexer personne. Alors non, on est, je pense, là-dessus. Tu dis que François Legault a fait le travail. C'est vrai, mais Legault, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a une force, il est servi par une force d'inertie. C'est que tout ce vocabulaire-là lui est tellement étranger que quand il est obligé de réagir là-dessus, on l'a vu avec l'Université d'Ottawa, il y a une réaction de bon sens. Mais je pense que le bon sens et l'inertie ne suffisent plus. Il faut maintenant le bon sens et la combativité. Il faut combattre cette idéologie-là. Il faut pas seulement lui résister, il faut la combattre. Non, mais il faut montrer aussi le ridicule de la chose. Écoute, là, Associated Press, c'est ma blonde qui m'a montré ça. Ah oui, Associated Press a mis une liste de mots qu'il ne faut plus utiliser. Et ça a l'air, tu peux plus dire, maintenant, j'ai vu le spectacle de Robert Lepage, c'était malade, c'était fou, parce que ça fait de la peine aux fous. Écoute. Mais, alors ça, faut pas oublier que Verouchka, le lieutenant Duval, qui est cette woke qui a été débordée par le wokisme, la révolution dévore toujours ses enfants, nous a dit, après avoir été persécuté par des étudiants radicaux et s'être excusé auprès de ses persécuteurs, nous a dit, je ne savais pas que je ne pouvais pas utiliser le mot nègre en classe, j'aimerais qu'on me fasse désormais la liste des mots interdits. Elle a dit que le mot en I, indien, était problématique désormais. Elle voulait qu'on le fasse la liste des mots en I pour avoir une pédagogie inclusive. Alors, Verouchka le dit, l'Associated Press le fait. Alors là, et moi, on va arriver dans ce moment, c'est Orwell. On pense moquer aujourd'hui de ceux qui voient 1984 partout, mais c'est Orwell. C'est le dictionnaire dans Orwell, faut jamais oublier, avec, je pense que Syme, si je me trompe pas le personnage, qui parle avec enthousiasme du dictionnaire de la novlangue par rapport à l'ancilangue. L'ancilangue, c'est comme l'anglais classique. La novlangue, là, il faut enlever des mots, nous dit-il, pour en arriver à un monde où il ne sera plus possible de penser autrement qu'à travers les catégories prescrites par le parti, on dirait aujourd'hui le régime, hein, parce que les mots disponibles pour penser ces réalités-là ne seront plus disponibles. Eh bien, on entre dans cette logique-là. On est le pouvoir aujourd'hui le plus hostile à la liberté d'expression. C'est le pouvoir universitaire académique. C'est en partie aussi le pouvoir médiatique. Et si on n'est pas capable de voir que la tentation la plus funeste pour les libertés aujourd'hui se trouve dans cette espèce de nouvelles autorités cléricales qui ne disent pas leur nom, mais qui sont beaucoup plus sévères et toxiques que l'Église auparavant, eh bien, on ne verra pas d'où vient la véritable menace. On peut toujours, je le dis à l'américaine,
on peut toujours congédier Donald Trump, c'est fait, très bien, tant mieux, il était temps, d'accord. Mais comment congédier ensuite ce pouvoir institué, financé publiquement, dominant, qui s'appelle le pouvoir universitaire? Et ça, c'est pas la même chose. Quand les institutions productrices du savoir connaissent une forme de corruption mentale et normalisent une forme de non-savoir qui est en fait une idéologie maquillée en science, on a un problème à part entière, il faudrait s'y intéresser, mais ce qui est certain, et je me permets d'y revenir tellement ça m'a révolté hier, instrumentaliser la détresse d'un jeune homme, d'une jeune femme, en lui disant, oui, t'es en détresse, mais est-ce que t'es blanc? Ah, questionne-toi donc sur ton privilège. Non, t'as bien fait. Moi, ça, là, on a atteint un sommet. C'est rare que je suis surpris. Alors moi, j'ai un petit côté vaniteux, un petit côté orgueilleux. J'aime dire, là, tous mes amis en peuvent en témoigner, j'aime être celui qui dit, je vous l'avais dit, je l'avais vu venir. C'est l'orgueil de celui qui aime avoir raison. C'est ça mon plus grand défaut en la matière, c'est ça. Ben, baptême, celle-là, je l'avais pas vu venir. Celle-là, je l'avais pas vu venir du tout. Ça me heurte et en même temps, ça me réjouit. J'ai encore la possibilité de d'étonnement. Bon. Tu parles d'un sommet, mais on pourrait parler d'un abîme. Écoute, je te conseille à tout prix sur Netflix, au cours des prochains jours, ce week-end, faut que tu regardes ça, The Death of Stalin. C'est une comédie désopilante, hyper drôle sur la rectitude politique en Union soviétique sous Staline. Évidemment, c'est une métaphore de ce qui se passe aujourd'hui et vraiment, tout est là. C'est super hilarant. J'ai regardé ça hier. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu. Je vais regarder ça. Bye bye. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, avant de parler de racisme systémique, écoute, je discutais avec Emmanuel Latraverse tantôt et un peu plus tôt dans l'émission avec le journaliste Louis-Philippe Messier, puis on se disait que de plus en plus de gens, on est tannés du confinement. Il y a des gens qui trichent. Il y a des gens qui disent, regarde, là, je vais recevoir des gens souper chez moi, un couple d'amis, on va respecter le 2 mètres, ils seront masqués jusqu'à temps qu'ils soient assis à la table, on va faire ça de façon sécuritaire, mais là, on va tricher, sinon on va devenir fou. Est-ce que tu triches? Le propre de toute dissidence, c'est de ne pas être confessé. Alors, bien sûr que non. Cela va de ça, bien sûr que non. Je respecte de manière ostentatoire les consignes sanitaires. Mais je constate, cela dit chez d'autres, qu'on est dans une société qui est en train de faire de la pratique de l'amitié, appelons ça comme ça, un geste dissident. Ça, c'est quand même étrange. Voir son père, voir sa mère, donc les rapports familiaux, voir sa sœur, c'est un geste dissident. Cultiver ces relations d'amitié, c'est en ce moment l'acte suprême d'immoralité civique. Il se pourrait que nous soyons témoins d'une inversion des valeurs. Alors, une fois que c'est dit, il faut évidemment tous respecter les règles sanitaires, cela va de soi. Mais questionnons-nous néanmoins sur le fait que les vertus les plus élémentaires en ce moment passent pour de graves agressions contre l'ordre sanitaire. Et je dis ça avec pour un soupçon de moquerie. Mais je suis le premier à croire que il faut respecter les règles, tout le tralala, j'y adhère fondamentalement, mais que le gouvernement n'oublie jamais que les petits espaces de liberté qui nous sont concédés, ce ne sont pas des caprices qui devraient nous être concédés, c'est pas des caprices, c'est la possibilité de conserver une vie humaine qui ne soit pas que dans la survie biologique. Et ça, moi, j'ai tendance à croire que c'est autour de c'est là que le refus du confinement, ou à tout le moins du semi-confinement pourrait venir. C'est pas la remise en question de l'ordre en général. Ça, les gens comprennent qu'on traverse une crise. C'est simplement le fait qu'on doit concéder un espace de liberté minimale pour que les gens puissent respirer. Oui, dans la Russie soviétique, l'acte de dissidence par excellence était de lire Solzhenitsyn en cachette. Maintenant, c'est de souper avec des amis. Tu te sens un grand rebelle. Mais c'est exactement ça. On fait venir un ami chez soi discrètement. Tu lui dis, sois discret quand tu rentres, fais semblant que t'amènes une pizza. Je te ferai entrer discrètement. Je dirai au revoir. Et nous chuchoterons pour que les voisins ne nous dénoncent pas. Ne parle pas trop fort, cher ami, mais je n'ai pas commencé à parler. Mais j'avais peur. Néanmoins, c'est ma conscience qui parlait. Ah, ça, c'est le formidable monde dans lequel on ne va entrer. Est-ce que tu es content que le 13 octobre dernier, donc ça fait pas très longtemps, la Chine a été réélue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? Es-tu content de ça? Ça confirme toute l'estime que j'ai pour les Nations Unies, n'est-ce pas? Le général de Gaulle surnommait l'ONU le machin. Oui. Et moi, quant à moi, j'ai jamais eu beaucoup d'estime pour l'ONU. Je crois et qu'il y ait le nécessaire forum international version Société des Nations plus, appelons ça comme ça, ou que l'ONU soit véritablement un forum international des puissances pour être capable d'assurer une coordination diplomatique minimale pour éviter la montée aux extrêmes.
Tout cela est très bien. Mais l'ONU aujourd'hui est une bureaucratie monstrueuse et militante qui se mêle de plein de choses qui ne la regardent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui en plus, devant nous en sommes témoins, renverse le sens des droits de l'homme. C'est-à-dire la Chine nous donne des leçons. C'est très bien. Je devine que les Ouïghours pourront en témoigner, n'est-ce pas? Ils vont pouvoir dire ce que ça se passe. Alors, on est dans un régime totalitaire. On est dans un pays de la culture, on est dans un pays totalitaire qui est au Conseil des droits de l'homme. Bon, ben, d'accord. Au moins que plus jamais, quand une espèce de petit envoyé de l'ONU va passer par la province de Québec, nous dire que la loi sur la laïcité est bien inquiétante pour les droits de l'homme, j'espère qu'on va lui dire, cher ami, tu peux reprendre tes clics et tes claques. Bye bye. Merci beaucoup, agent de l'ONU. Va faire ton travail ailleurs, s'il te plaît. Il y a 47 pays qui siègent sur le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, dont la Chine et l'Arabie saoudite. C'est bien la preuve qu'il faut être inclusif, n'est-ce pas? Mais non, donc là-dessus, de ce point de vue, c'est la vertu de telles élections, c'est que ça nous confirme le ridicule d'une institution. C'est-à-dire, l'ONU est une structure de pouvoir qui s'est étendue exagérément, qui est traversée de courants idéologiques, qui a une espèce de prétention morale impériale sur le monde, qui édicte en plus sans arrêt des nouveaux droits sans nous en avertir, qui se permettent de mettre en tutelle moralement, tout le moins, des souverainetés nationales, qu'il soit permis aux différentes nations de faire ce qu'elles ont à faire sous le signe des libertés, sous le signe du droit, mais sans demander à l'ONU de quelle manière interpréter tout cela. C'est vraiment hallucinant. Tu l'as dit, Trump aimait pas l'ONU, puis aimait pas ces organisations supranationales-là. Il disait que les nations devraient reprendre un peu de leur souveraineté. Et là-dessus, il n'avait pas tort. Si Trump dit que 2 plus 2 égale 4, je vais pas le contredire. Hein. Je veux dire, on est... le drame de Donald Trump, et ça, on est plusieurs à l'avoir noté, c'est qu'il écrasait sous une personnalité histrionique, explosive et caricaturale, quelquefois une révolte de ses électeurs, à tout le moins une révolte qui était légitime. Il y avait aussi la révolte légitime de ses électeurs, puis quelquefois, sur certains points, il visait juste. Quand il a décidé de condamner, par exemple, le projet 1619, dont on a déjà parlé à l'émission, qui consistait à relire l'histoire américaine à partir du principe cardinal qui serait l'esclavage. Donc l'esclavage et le racisme, ce serait plus des pathologies terribles de l'histoire américaine, ce serait la véritable fondation de l'histoire américaine. Et il faudrait réinterpréter l'ensemble de l'histoire sous le signe d'un acte d'accusation des origines. Quand il a critiqué ça, on va pas dire non, vu que c'est Donald, on veut pas. C'est toujours un des problèmes dans le débat public, c'est que quelquefois on nous dit vous dites la même chose que lui. Ok, d'accord, mais même si lui là qui est un type qu'on aime pas beaucoup, s'il s'est pas trompé cette fois-là, on peut-tu le dire, ou on est dans une forme de principe de culpabilité ontologique intégrale, ce qui fait que le fait qu'une personne dise quelque chose suffit à discréditer à jamais ce quelque chose. Écoute, ma phrase préférée, même une horloge brisée donne l'heure juste 2 fois par jour. Oui, absolument. C'est un principe de réalité. C'est-à-dire personne n'est dans la fausseté intégrale, sauf probablement quelques théoriciens des sciences de l'éducation au Québec, mais c'est autre chose. Il y a des idéologues radicaux, c'est bon. Mais globalement, non, pour être sérieux, Trump n'avait pas tort là-dessus, mais j'aimerais dire que De Gaulle, surtout, moi je préfère cette référence. On a commémoré sa mort il y a quelques jours. Le général De Gaulle avait la plus grande méfiance envers ses organisations transnationales, supranationales, à prétention globale, et il croyait au principe fondateur de la souveraineté des nations, et c'est un principe qui aujourd'hui est d'une importance capitale. J'étais en débat l'an passé, je crois, dans des temps anciens où il nous était permis d'être ailleurs que chez soi, dans le cadre des conversations de Tocqueville, avec le directeur de l'Institut de recherche en affaires internationales français, puis on discutait justement de l'espace de la souveraineté nationale versus le droit international aujourd'hui. Puis je disais que ce qu'on appelle le droit international est aujourd'hui pour moi un instrument qui a perdu une bonne partie de sa légitimité, parce que ce sont des traités négociés par des technocrates et des bureaucrates qui se prennent pour des juristes à l'échelle mondiale, qui engagent la liberté des peuples sans que les peuples ne soient consultés. À un moment donné, on construit un ordre sans jamais tenir compte, un ordre mondial sans tenir compte des préférences populaires, de la souveraineté nationale. Ça ne peut pas tenir durablement. Quand on nous dit, par exemple, que sur le chemin Roxham ou sur la laïcité, le Québec contreviendrait à je ne sais quel engagement international,
un instant, là, je dirais, à un moment donné, sur des questions fondamentales, la souveraineté nationale, la souveraineté populaire peuvent et doivent primer. Et puis, je pense qu'on va le voir aussi dans le débat, soit dit en passant, sur la laïcité en ce moment. C'est-à-dire, est-ce que le Québec peut être son propre ordre de référence lorsqu'il décide de faire un choix collectif comme la laïcité, ou doit-il être sous la tutelle d'Ottawa, ou l'autre tutelle, la tutelle morale des Onusiens ou des Onocrates? Devant cela, moi, je suis un défenseur classique, gaullien et gaulliste de la souveraineté nationale. Tout à fait. Écoute, tu voulais parler de l'enseignement du racisme systémique en classe. On va en discuter demain parce qu'on a jasé de plein de choses intéressantes, mais on n'a pas de temps pour parler de ton sujet que tu voulais aborder, donc on en parlera demain. Bonne journée, Mathieu Bock-Côté. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, Mathieu, Télé-Québec croit que c'est une excellente idée d'enseigner le concept de racisme systémique en classe au secondaire. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas seulement l'enseigner à la manière d'un concept parmi d'autres qu'il faudrait examiner, comme, je sais pas moi, des concepts de, je sais pas, il y a toute une série de concepts, État, démocratie, donc on pourrait Non, il s'agit de l'imposer à la manière d'une vérité révélée, de l'imposer à la manière d'un concept obligatoire. On le sait avec la vidéo produite. Ça faisait un temps que ça circulait, hein, mais il est heureux que ça remonte à la surface maintenant. Produite avec, je crois que c'est Maïté Saganache-Labrec, qui nous explique notamment que si on n'adhère pas au concept de racisme systémique, alors c'est du racisme. Alors, ce qui n'est pas surprenant, ça fait partie de la définition. Quand on s'intéresse à ces notions-là, la notion de racisme systémique, sa principale fonction, c'est d'assimiler au racisme ceux qui ne l'endossent pas. Quoi qu'il en soit, moi, ce qui me choque, ce qui me révolte là-dedans, ce n'est pas que ce concept puisse apparaître en classe comme un objet de discussion sur les enjeux du monde contemporain. Ça passe encore. C'est qu'on le présente à la manière d'un concept obligatoire que l'on impose. Tout comme je serais révolté qu'on impose la souveraineté du Québec comme concept obligatoire, tout comme je serais révolté qu'on impose, on peut faire la liste, là, la salle de classe, je l'ai dit 100 fois, je le dirai 1000 fois, elle est là pour transmettre un savoir, une culture, un patrimoine de civilisation, des connaissances, elle n'est pas là pour endoctriner. Or, ce qu'a fait Télé-Québec, c'est des capsules qui relèvent de l'endoctrinement, eh bien, on doit condamner cela sans gêne et sans nuance. Et est-ce que c'est le rôle de Télé-Québec de faire ça? Non, ça, je ne crois pas du tout même, mais le fait est, on l'a vu, hein, Télé-Québec a diffusé l'espèce de film de propagande qui se présentait comme un documentaire Briser le code de Fabrice Ville. Il y avait toute une série de vidéos qui venaient avec ça, qui relevaient de la même propagande. Alors, disons-le, c'est de la propagande, encore une fois, financée par le contribuable ordinaire pour se faire traiter de raciste. Alors ça, c'est le génie véritablement du régime diversitaire, c'est il pousse la population à financer des institutions qui cherchent à le rééduquer sur le mode de la déconstruction du préjugé, nous dit-on, dans les faits, pour transformer mentalement les structures mentales de la population. Et là, on est dans un cas-là, Télé-Québec qui fait un travail de propagande. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler la radio-canadianisation de Télé-Québec. On pourrait dire aussi que c'est sa colonisation idéologique par l'esprit d'Ottawa, mais d'une manière ou de l'autre, Télé-Québec, qui est une télévision essentielle. Moi, j'aime beaucoup Télé-Québec en soi. Je pense que c'est vraiment, elle a un rôle essentiel. Je pense qu'il ne devrait pas faire tel travail de propagande ou d'endoctrinement. Télé-Québec devrait se concentrer sur ses émissions culturelles, devrait produire la grande émission culturelle et littéraire à laquelle on aspire au Québec, je pense, ne devrait pas sacrifier les émissions qui sont là depuis plusieurs années, qui font un travail d'enquête et qui jettent un regard original sur la société. Ça, Télé-Québec devrait pas faire ça. Puis Télé-Québec devrait pas produire non plus, me semble-t-il, du matériel de propagande. Cette institution est trop importante pour s'abaisser à une telle tâche militante. Écoute, Mathieu, ces temps-ci, je regarde là ce qui se passe, j'ai vraiment le tournis. Je trouve que le mouvement progressiste, woke, rectitude politique nous demande de changer certaines de nos valeurs très, très rapidement. Il y a comme, on dirait que c'est Trump en fin de mandat. Il reste 70 jours. Il essaie de faire le plus possible avant de sacrer le camp. Et je me mets dans la tête de monsieur et madame tout le monde qui disait, là, on nous demande d'accepter le racisme systémique, d'accepter le fait qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes, d'accepter C'est quoi cet empressement-là? On nous enfonce dans la gorge, puis on est comme une urgence.
Ben, c'est le mouvement qui s'accélère. C'est le propre de toute révolution, c'est s'accélérer. Ça, moi, ça m'apparaît évident, c'est qu'à un moment donné, elle perd le contact avec le réel. Elle devient autoréférentielle. Elle, dans chaque obstacle, elle ne voit plus la trace du réel, mais la trace du monde ancien qu'on réussira à faire tomber en frappant dessus avec d'autant plus d'énergie. Et la révolution s'exaspère. La révolution s'exaspère du fait qu'on lui dise non ou du fait qu'on lui dise pas oui avec assez d'enthousiasme. Et elle perd le contact avec le monde. Moi, je pense que ce qui s'est passé avec la petite vie cette semaine, c'est révélateur. Parce que là, on a l'impression quelquefois, il y avait la querelle autour de l'Université d'Ottawa avec nègre blanc d'Amérique ou la possibilité d'utiliser le mot nègre, entre guillemets, en classe dans un exercice pédagogique. Il y a eu tous ces cas, le fait qu'on fouille dans une commission scolaire à Montréal, dans les manuels scolaires, pour caviarder les passages qui font référence au livre de Vallière, c'est quand même pas mal. On va passer ces nouvelles-là. Il y a cette idée quand même singulière qu'aujourd'hui, qui affirme que l'homme et la femme ne sont pas que de pure construction sociale, mais sont ancrés dans la nature sexuelle de l'humanité. Ça, c'est des propos transphobes. C'est quand même singulier. Ça veut dire que depuis la nuit des temps, l'humanité est transphobe, et depuis quelques années, nous découvrons, au succès de la révélation diversitaire et de la théorie du genre, que tout cela était faux et mensonger. Alors, quand on accumule tout ça, à un moment donné, il y a un sentiment on a l'impression que le régime veut nous forcer à dire que 2 plus 2 égale 5. Et ça, pour moi, j'y reviens toujours parce que c'est le génie d'Orwell de l'avoir vu. Le propre de la mentalité totalitaire, c'est de nous forcer à dire autre chose que ce que l'on voit sous nos yeux. Et Mathieu, il y a c'est comme un train qui s'emballe, pour reprendre ton image, là, tu disais, et que on veut pas qu'on prenne le temps d'y penser. On y va très, très rapidement pour, et soudainement, des idées qui viennent d'émerger, soudainement se retrouvent en classe, boum, directement comme ça. Et écoute, sais-tu c'est quoi une des valeurs les plus révolutionnaires que je trouve ces temps-ci? Et là, je pense à ton ami Denis Tillinac, qui est décédé récemment, de prendre son temps, de réfléchir. Oui, mais c'est que prendre son temps, c'est dans une autre logique. Ça, prendre son temps, il y a un esprit d'essai-erreur. On se dit que l'humanité va pas d'un seul élan vers la vérité, qu'il faut quand même tâtonner, essayer, vérifier. Quand on a une vérité révélée, quand on est brûlé par cette vérité incandescente qui consiste à dire que le grand méchant homme blanc occidental est à l'origine du mal dans le monde, et qu'ensuite il suffit de le faire tomber en lui faisant perdre ses privilèges pour qu'advienne un monde délivré du mal et du mal, eh bien, ça, quand on est brûlé par cette vérité, on n'a plus le goût d'attendre. Et là, ce qu'on pourrait appeler, c'est le paradoxe de Tocqueville. Tocqueville nous disait assez justement que plus une société est égalitaire, plus les inégalités dites résiduelles deviennent intolérables. Mais nos sociétés n'ont jamais été aussi égalitaires, n'ont jamais été aussi justes à bien des égards, n'ont jamais eu autant le souci de tenir compte de la sensibilité des uns et des autres. Eh bien là, on rentre dans une logique victimaire. Et chaque sensibilité froissée se transforme en conscience tyrannique et capricieuse. Et là, ça fait en sorte qu'on voit, c'est la tyrannie des susceptibles qui s'impose. Et ça, je pense que... Mais c'est la capacité à dire non qui nous manque, je trouve. Oui. C'est un vrai et un ferme non. Et tu sais, avant, je reviens là-dessus, avant qu'une idée émerge et qu'elle après ça, qu'elle rentre dans le système scolaire et qu'elle fasse partie maintenant du vocabulaire médiatique, ça prend un certain temps. Il faut qu'elle percole, mais là, écoute, c'est le privilège blanc, c'est tout nouveau. Puis des gens veulent l'enseigner à l'école. Puis des gens, c'est même plus une théorie, là, c'est rendu un fait scientifique. Oui, mais pour moi, ça, c'est la puissance de l'appareil de conditionnement, reconditionnement qui est venu avec les médias sociaux, qui sont des accélérateurs incroyables de tendance. Aussi, cette puissance, il faut jamais sous-estimer la puissance de l'État moderne comme agent de socialisation, disons ça comme ça. Ça, c'est les derniers marxistes ont tendance à croire qu'il y a un primat de l'économique sur tout. C'est l'économie, c'est le capitalisme qui décide de tout. Un instant, quand l'État décide de se poser comme acteur de changement social, de transformation sociale, et qu'il utilise des concepts comme privilège blanc, comme discrimination systémique, comme racisme systémique, dans ses politiques, dans ses cours, lorsqu'on conditionne le financement d'œuvres culturelles au fait qu'elles intègrent la théorie de l'appropriation culturelle et tout ça, c'est un accélérateur incroyable. Quand on pense à la puissance aussi là-dedans de la culture de masse américaine. Donc, on est, avec l'industrie du divertissement, on est sous une espèce d'agression idéologique permanente. Et je crois que devant ça,
on ne peut pas se contenter. Moi, je pense que c'est ce que je reproche à François Legault dans les circonstances présentes. François Legault est un homme politique admirable. Depuis son élection, il a incarné quelque chose une espèce de fermeté, un solide bon sens. On peut le critiquer sur plein de points où je me gêne pas pour le critiquer, mais il a redonné aux Québécois une certaine fierté. Mais François Legault se contente d'une résistance passive au politiquement correct. Il se contente d'une forme de force d'inertie. Il se contente de dire que ça n'a pas de bon sens. Non, on peut pas se contenter de ça. À un moment donné, comme qu'ils diraient, ils nous disent defund the police. Moi, je dirais defund the political correctness. À un moment donné, il va falloir se demander comment des militants peut-être subventionnés à temps plein pour travailler à persécuter idéologiquement leur société. Moi, j'ai pas de problème à ce que les gens fassent ce qu'ils veulent leur vie. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'institutionnaliser une forme de militantisme extrémiste qui sert à persécuter, à culpabiliser à la population? Il y a quand même des limites à un moment donné. C'est comme ces gens-là ont mis leurs gens en place dans les médias et tout ça, dans le système scolaire, tout ça, pour transmettre extrêmement rapidement leurs idées, que ça sorte boum dans les médias, que ça soit transmis dans les médias et tout de suite, pouf, que ça passe à l'école. Et là, que ça rentre dans la tête de nos enfants le plus rapidement possible. Et moi, ce qui me fascine et me bouleverse tout à la fois, c'est le manque d'esprit de résistance ensuite, de ce qu'on pourrait dire le commun des mortels. Tu sais, j'imagine, mais on pourrait en imaginer d'autres, j'imagine, je sais pas moi, un chroniqueur, un éditorialiste, un journaliste, qui fondamentalement trouve que ça n'a pas d'allure. Mais son objectif dans la vie, lui, c'est de demeurer à l'intérieur du consensus des appréciés, le consensus des respectables, le consensus qui se sent du bon côté de l'histoire. Je l'imagine, moi, cette figure-là, capable d'écrire ou de dire le lundi une chose et le vendredi de retourner sa veste complètement parce qu'il a compris que s'il s'entêtait à dire ce qu'il pensait, il allait être infréquentabilisé. Il allait être expulsé du cercle de la vertu. Alors, il va trouver contorsion mentale très facilement. Il va trouver les moyens de le faire pour expliquer pourquoi il a vu la lumière et comment retourner sa veste. Je sais pas si ça arrive souvent, mais j'imagine un tel scénario. Et je pense que il faut se demander, je pense à tous ces gens qui retournent leur veste en une semaine. Il y en a quand même quelques-uns, et qui au fond d'eux-mêmes, que se disent-ils? Ils se disent, est-ce qu'ils se sentent honteux un peu de retourner leur veste comme ça? Ou est-ce, comme on le voit très souvent aujourd'hui, est-ce qu'ils vont être d'une intransigeance particulière, d'une sévérité exceptionnelle envers ceux qui ne retourneront pas leur veste pour, d'une certaine manière, pour faire oublier ce qu'ils ont déjà pensé. Alors, c'est le propre des convertis, mais les conversions au régime diversitaire aujourd'hui sont très violentes, idéologiquement, sont très virulentes. De tout cela, je me désole parce qu'il y a plein de gens que j'estime et qui, au fond d'eux-mêmes, j'en suis convaincu, ont un rapport au réel. Tu sais, ils savent à peu près quand même c'est quoi la réalité, mais leur désir de demeurer sous le signe de la fréquentabilité médiatique, de la respectabilité médiatique, les amène quelquefois à dire le contraire de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils disent. Ils sont lâches. En tout cas, lorsqu'on est brûlé par une vérité incandescente, tu parles tellement bien, tu m'impressionnes, mon cher Mathieu, t'es unique. Merci beaucoup. Bon week-end. Bonne journée. Salut. Bye bye.